Merci beaucoup Aurore pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, le titre de ma présentation en l'occurrence, c'est de l'ostracisme à la radicalisation, une exploration des processus psychologiques de base. C'est un titre qui est assez large. En réalité, c'est le titre de ma thèse, en fait. Et pour être tout à fait honnête, c'est juste que je n'avais pas encore trop décidé ce sur quoi j'allais présenter aujourd'hui au moment de soumettre mon titre. Mais ma présentation aujourd'hui, elle va du coup un petit peu plus s'axer sur le lien entre l'ostracisme et l'affiliation sociale. Mais je vais un petit peu recontextualiser tout ça dans le cadre de ce projet de thèse, du coup. Donc pour mettre un peu de contexte, justement, en fait, ce projet de thèse, il est né dans un contexte social d'augmentation des actes terroristes violents dans les dernières décennies, avec du coup une volonté de la part des sciences humaines et sociales de comprendre un petit peu mieux ce phénomène, et de la part du coup de la psychologie sociale de comprendre les processus sous-jacents, qui sont les processus psychologiques, qui sont éventuellement impliqués dans la motivation ou la volonté des individus à rejoindre des groupes radicaux peut-être. Alors pour définir un petit peu de quoi on parle, déjà la radicalisation, qu'est-ce que c'est ? Comme vous pouvez vous en douter, c'est assez complexe à définir, déjà de par les différences qu'il peut y avoir entre le sens commun et ce qu'on entend dans la littérature. Et il y a assez peu de consensus d'ailleurs de la part des auteurs sur une définition, mais quelque chose qui revient souvent, c'est cette notion de processus. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait étape par étape, de manière graduelle en fait, qui va mener à l'adoption de croyances et valeurs qui peuvent être qualifiées d'extrêmes. Bon, et dans la définition de la radicalisation, on n'inclut pas nécessairement le fait de commettre des actes violents, des actes terroristes, mais par contre, quelque chose qui revient souvent, c'est quand même au moins la justification de la violence pour atteindre les objectifs, les buts fixés. Du coup, voilà, l'objectif, ça va être un petit peu de mettre en évidence certains facteurs qui pourraient mener à la radicalisation, et quelque chose qui a été beaucoup évoqué dans les dernières décennies par la psychologie, c'est l'ostracisme, avec du coup cette idée que souvent les personnes qui sont radicalisées, on peut voir dans certains travaux en sociologie ou des études corrélationnelles, ce sont souvent des personnes qui sont assez marginales, qui rapportent se sentir isolées, se sentir seules, parfois en situation d'être séparées, veuves, etc. Donc, ce qui a mis en évidence l'ostracisme comme une potentielle cause à la radicalisation. Alors, l'ostracisme, je parle de ça, mais de quoi il s'agit ? C'est le fait de se sentir exclu ou ignoré par autrui. C'est quelque chose qui est assez courant dans la vie des individus. Vous avez très sûrement déjà toutes et tous vécu ça. Et en fait, on a un modèle théorique qui va décrire un petit peu les différents stades psychologiques par lesquels passe l'individu en situation d'ostracisme. Alors j'utiliserai les termes d'ostracisme et d'exclusion sociale dans cette présentation de manière un petit peu interchangeable. Voilà. Donc du coup, un premier stade psychologique par lequel passe l'individu lors d'une situation d'ostracisme, ça va être le stade réflectif. C'est vraiment le moment où l'individu va détecter la situation d'exclusion et la ressentir. Ça va en fait provoquer chez l'individu de la douleur. C'est vraiment quelque chose qui est désagréable, comme vous vous en doutez. Et ça va venir en fait menacer chez les individus des besoins fondamentaux, qui sont le besoin d'appartenance, de contrôle, d'estime de soi et d'existence significative. Bon, ensuite, une fois que l'ostracisme a été détecté et ressenti, l'individu va rentrer dans ce qu'on appelle le stade réflexif, qui, cette fois-ci, renvoie plutôt à une espèce d'évaluation un peu plus cognitive de la situation, avec une volonté un petit peu de restaurer peut-être les besoins fondamentaux qui ont été menacés, ou en tout cas de trouver des stratégies pour cope un petit peu et pour retrouver un état stable. Et puis enfin, si jamais la personne continue d'être exposée à de l'ostracisme, à de l'exclusion, mais ne parvient pas à restaurer les besoins menacés, il ou elle peut du coup rentrer dans ce qu'on appelle le stade de résignation, qui va se traduire ici par des sentiments d'impuissance acquise et puis parfois du coup de l'isolement social, voire même le suicide dans certains cas. Bon, et bien nous, du coup, ce qui nous intéresse ici, ça va être en fait ce stade réflexif lors duquel les individus vont peut-être s'engager dans des comportements ou émettre des attitudes, comme je le disais, pour pouvoir un petit peu restaurer les besoins menacés. Et quelque chose qui a été beaucoup aussi évoqué dans la littérature, c'est le fait que l'ostracisme mènerait les individus à avoir une plus grande volonté de s'affilier à autrui. En fait, ça c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre, tout simplement, si je suis exclue, ça va en fait menacer un petit peu ma survie sociale, j'ai mes besoins fondamentaux qui sont menacés, et bien qu'est-ce que je vais faire pour retrouver ça ? Une façon de faire face à ça, ça va être tout simplement de retrouver du lien social, de me raffilier, de reconnecter socialement avec autrui, pour pouvoir du coup retrouver mes besoins menacés et ma situation confortable.
Et donc ça va se traduire notamment par des comportements prosociaux qui sont émis par les individus après une situation d'ostracisme. Par exemple, ils ont une plus grande volonté de joindre de nouveaux groupes, davantage tendance à se conformer, à obéir, et aussi ils sont meilleurs pour détecter des signes sociaux, comme des sourires par exemple, par rapport aux individus après une situation d'inclusion sociale. Du coup, là, vous allez peut-être me dire quel rapport avec la radicalisation dans tout ça. On peut déjà peut-être voir un petit peu des choses, mais nous, la proposition en fait, théorique dans ce projet de thèse, c'est de dire qu'en fait, si c'est vraiment ça qui se passe et que c'est vraiment la volonté un petit peu primordiale de reconnecter socialement qui va mener les individus à vouloir s'affilier, eh bien, en fait, ça devrait être le cas, peu importe le groupe social qui est disponible à l'individu. En fait, si un groupe radical est présent à ce moment-là et en fait offre une possibilité à l'individu de reconnecter socialement, lui tend la main un petit peu dans cette situation, eh bien, il devrait être du coup plus propice à joindre ce groupe par rapport à un individu inclus. Voilà pour un petit peu le contexte, et du coup, c'est de ce cadre théorique-là qu'on est un peu parti et qu'on a voulu mener diverses études pour tester un petit peu tout ça plus précisément. Donc, je vais vous en présenter 2 aujourd'hui. Une première étude, une première expérience, du coup, elle a été menée en laboratoire, celle-ci. Et en fait, on a voulu ici tester l'idée selon laquelle les individus, après une situation d'exclusion, auront davantage tendance à suivre l'opinion d'une personne qui leur offre un signe d'inclusion, qui leur offre une possibilité de reconnecter socialement, qui leur tend la main, en fait, dans cette situation. Donc, ce qu'on a fait ici, les participants et participantes passaient une tâche de cyberball. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le cyberball, c'est une tâche dans laquelle le participant ou la participante est connecté en ligne avec d'autres personnes avec lesquelles ils peuvent en fait s'échanger la balle. Donc, à chaque fois que je reçois la balle, je clique sur la personne avec qui je veux l'envoyer et on s'échange la balle. En réalité, les autres personnes, ce ne sont pas des vrais participants et participantes, comme vous pouvez vous en douter, ce sont des ordinateurs et tous les lancers de balles sont du coup programmés à l'avance. Ce qu'on va manipuler du coup dans cette tâche, ça va être le nombre de lancers de balles que le participant va recevoir pendant la partie. Donc ici, les participants étaient assignés aléatoirement à une condition de 2 VI différentes. Une première VI qui était l'ostracisme, donc soit le participant était inclus, dans ce cas-là il recevait la balle à peu près autant de fois que les autres, soit exclu, et là il la recevait pas du tout ou très peu. Également, il était assigné aléatoirement à une condition de signe d'inclusion. Et là, du coup, en condition de main tendue, en fait, lorsqu'il recevait la balle pendant la partie, il la recevait de la part d'un joueur en particulier. Donc, qu'on appellera du coup le partenaire, qui est vraiment la personne, du coup, un petit peu qui leur offre une possibilité de reconnecter. Et ce, du coup, peu importe la condition d'exclusion sociale. C'est-à-dire que si je suis inclus dans une condition de main tendue, ben, je vais recevoir peut-être 6 fois la balle et toujours de la même personne. Si je suis exclu en situation de main tendue, je vais recevoir très peu de fois la balle, mais lorsque je vais la recevoir, ça sera quand même de la part d'une personne du coup, qui me permet de reconnecter socialement. Une fois cette tâche faite, on disait aux participants qu'ils allaient devoir répondre à un questionnaire d'opinion pendant lequel ils allaient pouvoir voir les réponses de tous les autres joueurs en même temps. Et donc, on disait qu'on allait tirer au sort l'ordre de réponse de chacun, et en réalité, le participant se retrouvait toujours en dernière position, de sorte à ce qu'il puisse voir les réponses des autres avant de donner sa réponse. Et donc ensuite, il répondait à un questionnaire d'opinion du coup, qui était composé de 15 items pour lesquels en fait, les participants devaient donner leur degré d'accord sur une échelle de 1 à 7. Donc, pas du tout d'accord, tout à fait d'accord. Et parmi ces items, la moitié étaient des items normatifs. Donc, par exemple, l'homme est en grande partie responsable des changements climatiques. L'autre moitié contre-normative, par exemple, l'immigration est un fléau qui uniformise les peuples et les cultures. Donc ça, c'était quelque chose qu'on avait prétesté a priori. Et ce qu'on mesurait dans cette étude, du coup, c'était une mesure de suivisme, c'est-à-dire dans quelle mesure le participant va aligner son opinion à celui du partenaire. Donc la différence absolue entre moyenne sur tous les items, entre les réponses du participant et les réponses du partenaire. Ce qu'on observe dans cette étude, je vais passer assez rapidement là-dessus, parce que comme vous pouvez voir, c'est pas grand-chose. L'effet que je rapporte là-haut, c'est du coup l'effet d'interaction entre les 2 VI. Et bien du coup, contrairement à nos hypothèses, on n'observe pas cette interaction, c'est-à-dire que malgré une petite différence ici qui semble descriptivement aller un petit peu dans le sens de nos hypothèses, l'interaction n'est pas significative. Donc en abscisse, on a le score de suivisme qui est une différence. Donc plus on est bas, plus le participant se serait rapproché de l'opinion du partenaire. Donc en condition main tendue, c'est la condition rose. Voilà, ici on n'observe pas ce qu'on avait attendu. Du coup, sans rentrer dans les détails de tout ce qu'on a essayé de faire, au bout d'un moment, on s'est dit, bon, on va peut-être un petit peu revenir en arrière et un peu revenir aux bases de la littérature sur l'affiliation et l'ostracisme. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que
suite à une situation d'exclusion, je devrais davantage vouloir m'affilier à autrui. C'est tellement évident dans la littérature, on voit ça partout. Mais quand on regarde un peu plus en détail, en fait, ça n'a pas vraiment été testé. Donc on s'est dit, on va le faire très simplement, essayer de tester ce lien de manière un peu plus directe. Donc à nouveau, donc cette fois-ci c'était une étude en ligne pour le coup. À nouveau une tâche de cyberball où le participant était soit inclus, soit exclu. Et ensuite, on présentait aux participants un flyer d'un groupe militant, qu'on présentait comme du coup un vrai groupe avec lequel on est en contact, etc., qui était du coup soit un flyer d'un groupe pro-normatif, donc ici par exemple qui milite pour les droits des femmes, ou contre-normatif par exemple, qui milite ici pour les droits des chasseurs, encore une fois quelque chose qu'on avait pré-testé a priori. Et ce qu'on a mesuré du coup cette fois-ci dans cette étude, c'est une volonté d'affiliation au groupe de manière auto-rapportée. Donc avec des items par exemple, l'idée de rejoindre ce groupe me paraît agréable. Et donc dans cette étude ici, ce à quoi on s'attendait, c'est que suite à une situation d'exclusion, les participants et participantes devraient davantage rapporter vouloir s'affilier à un groupe, et ce, peu importe le groupe en fait. On s'attendrait à ce que les individus exclus, motivés par la volonté de retrouver du lien social à tout prix, eh bien, diminuent un petit peu peut-être leur seuil de tolérance dans le choix de leurs affiliations et veulent s'affilier en tout cas à n'importe quel groupe qui est présent à ce moment-là pour eux. À nouveau, donc l'effet que je rapporte là-haut, c'est encore une fois l'interaction entre les deux variables sur laquelle on avait du coup une hypothèse. Et bien à nouveau, pas grand-chose. Alors ici, donc, la volonté d'affiliation, plus on est haut, plus l'individu veut s'affilier. On observe effectivement un effet principal du type de groupe, c'est-à-dire que les participants ont davantage rapporté vouloir s'affilier à un groupe normatif que contre-normatif. Ça, c'est quelque chose d'assez évident, mais qui ne nous intéresse pas vraiment. Mais par contre, cet effet-là n'est pas du tout modéré par la situation d'exclusion. La différence est exactement la même ici entre les deux conditions. Les individus exclus n'ont pas davantage réduit leur seuil de tolérance et en tout cas n'ont pas non plus davantage voulu s'affilier à un groupe par rapport aux individus inclus. Bon, et bien pour du coup discuter et conclure un petit peu sur tout ça, pourquoi j'ai choisi de vous présenter ces deux études sans aucun effet ? Déjà parce que j'ai pas trop le choix en vrai, et puis aussi parce qu'en fait c'est quand même assez intéressant du coup pour revenir un peu à la base du projet thèse. Comme je vous disais, on avait voulu du coup s'intéresser à ce qui peut mener à la radicalisation en essayant de tester cette idée de la main tendue comme un potentiel modérateur du lien avec l'affiliation sociale, parce qu'on était vraiment parti de ce postulat-là et que l'ostracisme mène à de l'affiliation. Ça paraît évident un petit peu. C'est presque même tautologique, hein. Je suis exclue, comment je fais pour à nouveau me sentir mieux ? Je vais me réinclure, c'est un peu logique. On avait pris ça pour acquis, c'est peut-être là notre erreur. Et en fait, à force de ne jamais retrouver cet effet dans toutes les manips de ma thèse, on s'est beaucoup remis en question, etc. Et au bout d'un moment, on s'est dit, est-ce qu'on n'irait pas regarder de manière un petit peu plus systématique dans la littérature ce qui s'y passe ? Et du coup, là, très récemment, ces derniers mois, j'ai décidé de conduire une méta-analyse sur ce sujet, dont je vais vous présenter les résultats vraiment très rapidement, juste pour mettre un petit peu de perspective dans tout ça. C'était pas quelque chose qui était prévu du tout à la base dans les manips de ma thèse, mais du coup, ça s'est fait comme ça. Parce que du coup, voilà, comme je disais, on a commencé un peu à remettre en question ce lien entre l'ostracisme et l'affiliation. Et du coup, dans cette méta-analyse, on a regardé vraiment le lien entre une induction d'ostracisme et une affiliation auto-rapportée de la part des participants. Et donc, pour présenter les résultats, juste déjà un résultat qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y avait très peu d'articles qui avaient vraiment testé ce lien de manière assez directe, malgré l'ampleur avec laquelle c'est amené dans la littérature et que ça paraît tellement évident. Et puis, sans rentrer dans le détail de la méta-analyse, on pourra en discuter si ça vous intéresse, mais globalement, ce qui ressort, sans conclure à une absence d'effet, mais en tout cas, en fait, on a vraiment parfaitement, ça va dans les deux sens et il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, au moins, l'effet apparaît beaucoup plus faible que comment il est présenté en tout cas. Donc voilà, pour conclure un petit peu sur tout ça, du coup, si ce lien-là entre l'ostracisme et l'affiliation n'apparaît du coup pas autant évident qu'il est présenté, du coup, ça va aussi un petit peu remettre en question les processus sous-jacents du coup au lien entre l'ostracisme et la radicalisation, si du coup ça ne passe pas par une volonté un petit peu indiscriminée de s'affilier à n'importe qui veut bien nous faire une place, quoi.
Donc voilà, ça pose un petit peu des questions. Quelques pistes de réflexion du coup pour tout ça, ça pourrait être aussi de dire que parmi les réponses possibles à l'ostracisme, on observe aussi quand même parfois de l'agression, des comportements moins prosociaux en tout cas. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut permettre un petit peu d'expliquer peut-être de la radicalisation. Et puis également, on a aussi certaines équipes de recherche en ce moment qui s'intéressent aux groupes extrêmes, extrémistes en tant que tels, qui apparaissent en fait comme des groupes qui sont particulièrement attrayants pour les individus ostracisés parce qu'en fait, ils présenteraient des caractéristiques en tant que telles qui permettent vraiment bien de répondre aux besoins menacés par la situation d'exclusion sociale. En tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup théorisé en ce moment. Ça peut être une piste intéressante. Ça a été encore assez peu testé empiriquement, donc je pense que ça nécessite un petit peu plus d'attention peut-être. Voilà, et bien sûr, c'est l'absence de résultats. Je vous remercie beaucoup. Je n'ai pas fait de belles diapos de remerciements comme tout le monde, donc je vais remercier mon directeur de thèse, vu qu'apparemment tout le monde fait ça. Et puis, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être revenue à Grenoble et je suis à l'écoute de vos questions. Merci beaucoup pour ta présentation, c'était vraiment super intéressant. Surtout que c'est un lien qu'on retrouve toujours dans les théories du complot. Et pareil, en fait, à chaque fois, il n'y a pas du tout de résultats qui vont dans ce sens, quoi. Je voulais savoir, j'imagine que c'est un truc auquel vous avez pensé, mais du coup, est-ce que vous êtes sûr que votre manipulation, elle marche? Est-ce que vous avez des indicateurs qui iraient dans un sens ou un autre? Ouais, c'est une bonne question. On a des manip checks qui marchent super bien. Des grosses tailles d'effets, etc. Bon, moi, les manip checks, c'est vraiment des items genre est-ce que pendant la tâche, vous vous êtes senti exclu? Bon, les participants, ils ont bien capté que pendant 5 minutes, ils faisaient rien, personne ne leur envoyait la balle. Oui, ils répondent tout ça, donc moi, ça me pose quand même un petit peu la question de l'intérêt de ce manip check. On a aussi mesuré les besoins fondamentaux, justement, menacés par la situation d'exclusion. Et là, alors j'ai pas présenté ça parce que c'est carrément toute une autre question de recherche qui m'intéresse aussi, mais en fait, on ne retrouve pas l'effet sur les besoins menacés, qui sont censés être menacés par la situation d'exclusion, sans rentrer trop dans le détail, mais en fait, la façon dont on l'a mesuré, nous, à chaque fois, ça va être de dire, par exemple, donc juste après l'induction, actuellement, je me sens, par exemple, exclu, ou je me sens en perte de contrôle, donc avec une mesure actuelle du besoin. On ne l'a jamais retrouvé, mais en regardant en fait dans la littérature, je me suis rendu compte que la façon dont c'est mesuré à chaque fois, ça va être vraiment de dire pendant la tâche, je me suis sentie en perte de contrôle, je me suis sentie avec une estime de soi faible, etc. Et j'ai l'impression que la façon de formuler quand même va avoir quand même une différence, c'est le fait de devoir reconstruire la situation, ou en tout cas, enfin, on pourrait peut-être se dire que ça repose pas mal peut-être sur des effets de demande, un petit peu tout ça. C'est du coup une question qu'on se pose et sur laquelle je lance une manip justement dessus. Donc tout ça pour dire qu'est-ce que la manipulation marche? Peut-être pas tant que ça finalement, même si le cyberball c'est quelque chose qui est utilisé, qui d'après la littérature marche très bien même un peu, peu importe comment c'est fait, peu importe si on dit aux participants que c'est des vrais joueurs ou pas, c'est censé vraiment marcher tout le temps. Nous, on n'est pas trop sûr. On a des manip checks qui marchent, mais c'est dur de conclure, quoi. Et pour préciser un peu là-dessus, c'est la première manip que j'ai présentée du coup en labo. Au début, pour le coup, je l'avais faite avec des étudiants en psycho. Et pareil, les mêmes problèmes aussi. Je me suis rendu compte après coup qu'ils avaient eu un cours de psychosocial sur l'ostracisme. On leur avait présenté le paradigme. Donc c'était un peu problématique. Donc après, j'ai fait sur des étudiants hors psycho, ça a un peu aidé. Mais voilà, c'est une vraie question sur ce paradigme. Il pose question, ouais. Ok, et deuxième question qui est toujours un peu liée à ça, dans la méta-analyse, généralement, la manipulation expérimentale, c'est toujours ça aussi, parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité, donc comment est-ce que tu l'expliques toi? Est-ce que c'est par la tâche ou est-ce que c'est d'autres choses? Ouais, c'est une bonne question. On a testé certains modérateurs. Un premier modérateur, pour le coup, sur lequel on avait une hypothèse, c'était le type de groupe auquel on propose à la personne de s'affilier. Est-ce que c'est un groupe extrême ou pas? Et comme je disais, il y a des travaux qui pourraient dire qu'un groupe extrême est particulièrement attrayant, donc on a testé cette modération, ça ne sort pas. Alors après, il y avait beaucoup moins d'études avec un groupe extrême que le reste, donc voilà. Et du coup, pour te répondre, dans les paradigmes qui étaient utilisés, il n'y avait pas que le cyberball, il y avait beaucoup le cyberball, mais il y avait aussi du rappel autobiographique et aussi un paradigme qui s'appelle Ostracism Online, où c'est un truc un petit peu genre réseau social où tu peux envoyer des likes et des dislikes aux participants. Et du coup, c'est un peu le même principe, quoi. Si tu ne reçois pas de like, tu es exclu. Alors, on ne devrait pas s'attendre à ce que ça... Je ne l'ai pas testé pour le coup, ça.
peut-être, à la limite, entre ostracisme online et cyberball versus rappel autobio, on pourrait peut-être s'attendre à des différences dans le sens où ce n'est pas les mêmes processus qui se passent, mais la littérature nous dit que dans tous les cas, tout ça, ça menace très fort les besoins. Donc si c'est censé, en tout cas à la base, comme on le pensait, être médié par un besoin d'appartenance, etc., ça ne devrait pas jouer, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais regarder quand même au cas où. Toi, tu n'as pas vu des tendances, en tout cas, qui se dégageaient, qui étaient hyper importantes Non. Merci beaucoup. De rien. Et merci beaucoup pour la présentation. Moi, je me demandais, je ne connais pas du tout cette littérature, mais je me demandais si peut-être il peut avoir un effet de durée. Parce que tous ces gens-là, en situation expérimentale, ils ont été ostracisés et pour très peu de temps. C'est pas pareil qu'être ostracisé tout au long de ta vie, par exemple, enfin, un bon bout de ta vie. Est-ce que la littérature dit quelque chose par rapport à ça? Ouais, c'est une bonne question aussi. Pour le coup, au tout début de ma thèse, j'avais lancé une première étude corrélationnelle où cette fois-ci, au lieu de manipuler l'ostracisme, on l'avait mesuré. Et là, du coup, c'était assez intéressant parce qu'on n'observait pas les effets sur notre mesure d'intérêt, mais par contre, on observait bien les effets sur les besoins menacés. Ça fonctionnait assez bien. Alors, qu'est-ce que la littérature nous dit pour répondre à ça? En vrai, la littérature nous dit que la situation d'induction très minimale et très rapide pendant le cyberball, elle suffit quand même à menacer les besoins fondamentaux. Vraiment, tout le modèle de Williams, du coup, cet auteur un petit peu de base sur l'ostracisme, nous dit que, en fait, voilà, le moindre truc, en fait, c'est vraiment, on est presque de manière évolutionniste, un petit peu, on est préparé à détecter la moindre situation d'ostracisme parce qu'elle va menacer notre survie sociale, en fait, et du coup, même des petites inductions très faibles comme ça devraient suffire. Mais effectivement, on pourrait s'attendre à des différences, notamment avec peut-être en tout cas des modérations par est-ce que les individus ont été ou non exposés au long de leur vie beaucoup à de l'exclusion sociale. Ça, c'est quelque chose pour lesquels on peut s'attendre à ce qu'il y ait des différences. Il y a des travaux qui ont du coup justement testé cette modération par ce qu'on appelle la sensibilité au rejet, avec l'idée du coup que les individus qui, pour le coup, ont beaucoup tout au long de leur vie vécu de l'exclusion, ils sont beaucoup plus sensibles à ça, ils vont du coup réagir de manière un peu plus importante, quoi. Voilà, mais donc nous, vu que le but c'était quand même de tester l'ostracisme comme une cause, on avait besoin de le manipuler, et du coup, parmi les inductions de l'ostracisme, pour des raisons éthiques, on ne peut pas non plus faire des choses beaucoup plus hard que ça. Ouais, c'est compliqué, j'ai pas le temps non plus. Voilà. Merci Adèle. Est-ce que tu as mesuré l'estime de soi dans tes manips? Ouais, justement, quand on mesure du coup les besoins fondamentaux, c'est des échelles qui vont mesurer les quatre besoins, donc sentiment d'appartenance, sentiment d'estime de soi, sentiment de contrôle et sentiment d'existence significative. Mais ça, c'est pas le niveau dispositionnel d'estime de soi. Non, c'est Je te pose la question parce que tu le sais, dans les travaux de Manner, ça marche très différemment chez les gens à haute et faible estime de soi. Ouais. Avec l'idée que les gens, enfin toi tu le sais, mais les autres, que l'estime de soi, en fait les gens à haute estime de soi, ils pensent qu'ils vont pouvoir reconnecter facilement, alors que les autres, du coup, n'ont pas envie de se prendre une deuxième claque. Du coup, ils vont pas réessayer. C'est la théorie, je dis pas que ça marche comme ça, mais du coup, tu n'as pas de mesure dispositionnelle d'estime de soi. Donc ça, c'est dommage, parce que dans cette littérature, c'est censé être un modérateur important. Ouais, mais c'est censé fonctionner déjà de base. Après, par rapport à cette question, c'est un truc que, je sais que tu connais cet article, mais du coup, dans l'article avec Marie-Pierre, on s'était déjà posé cette question en fait de ces mesures de menace des besoins, en disant qu'en fait c'est très descriptif. Je ne suis pas sûr que ce soit un effet de demande, c'est juste qu'on demande est-ce que tu t'es senti invisible? Bah oui, je me suis senti invisible, j'ai bien reçu la balle. Donc non. Mais c'est purement descriptif. Du coup, ça ne veut pas dire que ça les a blessés réellement. Oui, exactement. Je sais que Céline aussi t'a déjà posé cette question-là, mais oui, complètement. Mais du coup, ça pose quand même cette question, parce que tout le modèle repose quand même beaucoup sur l'effet sur les besoins menacés et mesuré avec des items pendant la tâche, je me suis sentie, etc., etc. Du coup, sans dire que ça ne fonctionne pas, mais ça remet quand même un peu en question est-ce que vraiment, en tout cas, les inductions telles que le cyberball vont menacer les besoins des individus. Juste, la méta-analyse, elle fait peur, parce que du coup, on voit, non mais tout en bas, du coup, c'est la même équipe, et tout en haut, c'est toujours la même équipe. Oui, donc, et puis d'ailleurs, en fait, même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que tous les papiers qui marchent super bien, ils datent de 2000, etc., avec 30 participants. Tous les trucs au milieu, c'est les papiers récents, quoi, et en fait, en puissance, du coup.
Donc, ouais, ça fait un peu peur. Mais en fait, moi, j'avoue que j'étais assez contente de retrouver ça parce que, en fait, ça va dans le sens de ce que moi je retrouve dans ma thèse et du coup, ça me rassure aussi un petit peu, quoi. Merci beaucoup pour ta présentation. Moi, je me posais une question. J'ai cru comprendre qu'avec Cyberball, le participant ne peut pas garder la balle pour lui comme stratégie aussi. Mais est-ce que ce ne serait pas intéressant de regarder du coup le temps qu'il relancer la balle à quelqu'un d'autre, donc le temps de réaction, ou si peut-être il peut peut-être qu'il pourrait garder la balle en réaction à se sentir exclu. Bah, techniquement, il pourrait en fait. Alors, il reçoit comme consigne d'échanger la balle. Le but, en fait, la partie se termine quand même quand il y a eu le nombre de balles qui a été programmé. Donc, par exemple, en général, c'était 36 lancers de balles. Si le participant garde la balle pour lui, en fait, il va rien se passer. À l'infini, peut-être qu'au bout d'un moment, il va se dire bon, ça, il faut faire quelque chose. Donc, techniquement, il peut, mais en vrai, je pense pas qu'il le fasse. Okay. Mais oui. Alors après. Tu aurais une hypothèse sur la durée de relancer en regardant, et puis avec ce que tu as montré comme résultat, que moi, intuitivement, je me dirais, si je me sens exclue, j'ai pas envie en fait, d'interagir avec ces gens. Et donc, pour moi, l'équivalent d'un cyberball, c'est que je relancerai pas la balle et je partirai avec la balle, ou je créerai mon propre groupe avec la balle. Et donc, est-ce qu'il y aurait pas mesurer ça, soit il garde la balle, soit une variante, je sais pas, où la personne aurait l'option de créer son propre groupe, ou est-ce qu'il y en a qui arrêtent la partie carrément et qui disent mais vu que c'est un contexte expérimental, peut-être pas. Ils ont le droit, on leur dit, mais bon, vous savez très bien comment ça marche. Ou qu'ils les regardent jusqu'à ce qu'ils rendent compte que le jeu progresse plus, et donc un temps de réaction plus long. Avant de relancer. J'ai pas observé ça. Alors, j'ai pas mesuré les temps de réaction, mais même pendant la passation, parce que moi, j'attendais dehors devant le box et je m'en serais rendu compte si vraiment ça avait pris longtemps. Je l'ai jamais observé. Mais c'est vrai que ça pourrait être fait même peut-être dans d'autres paradigmes où on pourrait un peu plus facilement adapter ça, même par exemple avec le paradigme dont je parlais, avec les likes, etc. Du coup, peut-être qu'on pourrait mesurer les likes que le participant va mettre sur les profils des autres. Du coup, dans la même idée, si tout le monde m'exclut, je like personne. Ça pourrait être mesuré, mais c'est pas quelque chose que j'ai fait en tout cas. D'accord, ok. Merci. Merci pour la présentation. Je me demandais si tu avais mesuré si les participants ostracisés renvoyaient plus la balle aux partenaires. Je ne l'ai pas mesuré, je n'ai pas collecté en fait vraiment les données, de la tâche. De la tâche, mais par contre à chaque fois du coup, évidemment je débriefais avec les participants après pour leur expliquer que c'était pas vrai, etc. Du coup j'avais souvent des retours de leur part et c'était quelque chose qui revenait assez souvent. Il y avait des gens qui disaient je voyais bien que personne m'envoyait la balle sauf lui, du coup on s'envoyait la balle entre nous, il le rapporte, mais c'est pas quelque chose sur lequel j'ai des données pour le coup. Ok, merci. Ouais. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Adèle. Et donc